Alors, rebonjour et bon après-midi, Montréal. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct du Centre NAD à Montréal. Bienvenue à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. 5e édition cette année en 2023. Nous traitons de la grande thématique de l'intelligence collective. On a parlé d'intelligence artificielle en avant-midi. Cet après-midi, on parle de culture et créativité. Demain, cybersécurité, territoire intelligent et connecté, mais le tout est tout interconnecté. On voit aujourd'hui dans la majorité des conversations, même dans la culture et créativité, on parle de IA. C'est vraiment un sujet populaire. Vous connaissez l'IA? Excellent. Je pense que tout le monde a le mot IA sur le bout des lèvres et c'est cool, vraiment, de pouvoir échanger avec des gens de différents backgrounds culturels, d'expérience et d'écouter leur point de vue sur ce qui s'en vient, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, etc., etc. Bref, vraiment une semaine chargée de super contenu, mais aussi de belles expériences ici au Centre NAD, à l'extérieur de la grande salle de conférence. Je vous invite tous et toutes d'explorer le Centre NAD sur les 2-3 étages où on s'est installé pour cette 5e édition de MTL Connect. Nous avons 2 expériences que je veux m'assurer, peut-être que je radote pour ceux qui sont ici dans la salle depuis le début, mais pour ceux qui viennent de se joindre à nous, 2 choses que je veux absolument que vous allez checker. J'ai dit le mot checker, je sais, je ne veux pas gagner le prix de l'éloquence, mais vous savez ce que je veux dire. Vous allez voir D-Box qui, juste à l'extérieur de la salle, vous offre des expériences assez flyées, une de jeux vidéo et une autre immersive autour du cinéma. Je vous recommande d'aller les voir. Et deuxièmement, il y a également l'expérience juste à l'entrée, quand on sort de l'ascenseur au 6e étage. C'est une expérience, je ne sais pas comment la décrire, audiovisuelle, tactile, présentée par le Printemps numérique et la vitrine, donc, et pas la vitrine, et MTL Connect. Allez la voir. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui l'ont fait, cette expérience-là? Oui, madame. Oui, et Randy aussi. Oui, monsieur. Comment vous avez trouvé ça? Quelque chose, hein? Oui, oui. Vous avez dansé? Oui, j'ai dansé un petit peu. Excellent. Non, mais vous avez fait bouger le cercle avec vos mains. Là. Vous avez donné un câlin au gros truc blanc. Là. Ça, c'est tout. En tout cas, bref, moi, j'ai trouvé ça. C'est une expérience qui vaut la peine. Ah, monsieur aussi, vous avez aimé ça? Yes. Bon, j'aime ça. Le monde prenne mes conseils et font les expériences. Allez-y, ça prend quelques minutes. Encore une fois, MTL Connect, c'est plus que juste d'absorber du contenu, c'est de vivre des expériences aussi, échanger, c'est des liens. Alors, nous sommes rendus à notre grande conférence autour de du sujet culture et créativité. Alors, dans quelques instants, j'aimerais céder la parole à notre conférencier. La période de questions va être animée par Erandi Vergara, qui est la directrice artistique du Printemps numérique, qui est également commissaire et chercheuse titulaire d'une maîtrise de l'Université de Concordia et d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université de McGill. Donc, gardez vos questions pendant la présentation du keynote et Randy va modérer cette période de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre grand conférencier. Il est artiste scientifique, prof à l'École des médias de l'UQAM. Il co-dirige le réseau Hexagramme pour la recherche et création en art et culture et technologie. Alors, sans plus tarder, on accueille Sofiane Audry. On dirait que mes slides ont été modifiés par l'intelligence artificielle. Bon après-midi tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous cette conférence et peut-être vous amener sur peut-être un aspect un peu moins connu de l'intelligence artificielle et de la créativité. Qui part du point de vue des artistes, donc des artistes praticiens, praticiennes. Donc moi, je suis artiste, je fais également de la recherche-création et j'utilise depuis très longtemps les technologies de l'intelligence artificielle, donc des algorithmes génératifs, ce qui aujourd'hui, depuis quelques années, là, fait vraiment les manchettes. Donc moi, je travaille avec ça depuis déjà près d'une vingtaine d'années. Je m'intéresse à voir un peu comment, d'une part, comment les artistes travaillent avec ces technologies-là d'une manière qui n'est peut-être pas toujours celle pour lesquelles ces technologies-là sont destinées, et également comment peut-être les artistes peuvent venir modifier et contribuer à la recherche en intelligence artificielle.
Donc, je vais voir. Ouais, c'est ça. Puis, donc, il y a déjà 2 ans de ça, j'ai publié un livre aux presses du MIT, Art in the Age of Machine Learning, avec une superbe préface de mon ancien directeur de maîtrise, Yoshua Bengio. Dans ce livre-là, j'ai essayé justement de partir déjà en partant de mes propres recherches, ma propre pratique créative, puis en allant également regarder qu'est-ce que les artistes historiquement ont fait et faisaient avec l'intelligence artificielle, d'essayer de dresser un portrait contemporain sur ces pratiques-là, puis de peut-être donner aussi, peut-être de briser certains mythes, peut-être d'offrir aussi aux lecteurs et aux lectrices de ce livre-là une compréhension de ces technologies-là qui est peut-être un peu plus proche de leur matérialité. Parce que souvent, on entend parler d'intelligence artificielle, c'est très, très large et c'est très, très vague, qu'est-ce que ça veut dans la réalité. Mais quand on s'y attaque donc directement dans la matière, comme les artistes le font, à ce moment-là, ça prend un autre sens. Donc, 4 mythes, justement, peut-être que j'essaie de briser ou de démonter un peu dans le livre ou de préciser. Un premier mythe, c'est qu'on associe souvent intelligence artificielle, apprentissage automatique et apprentissage profond. Souvent, on en parle comme si c'était une seule et même chose. OK? Donc, moi, le livre, ma recherche apporte plus spécifiquement sur l'apprentissage automatique, donc ni l'intelligence artificielle et ni l'apprentissage profond spécifiquement. Souvent, on a tendance, quand on lit dans les médias, à un peu associer les trois. La raison, c'est que souvent, une des raisons, c'est que souvent, l'intelligence artificielle, historiquement, a été définie comme étant la technologie la plus avancée en ce moment. Fait que, par exemple, dans les années 50, on avait des machines, des vieux ordinateurs tout croche qui jouaient aux échecs. Et là, on disait, wow, l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de jouer aux échecs. Donc, plus tard, on s'est rendu compte que finalement, bon, à un moment donné, on a battu le meilleur joueur d'échecs humain au monde avec un gros ordinateur qui s'appelait Deep Blue. Donc là, on s'est dit, c'est plus ça vraiment l'intelligence artificielle, c'est juste une machine. Donc, on est rendu peut-être ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage profond. C'est ces technologies-là qui sont basées sur des extractions massives de données, qui sont capables d'apprendre et de créer des liens à partir de systèmes inspirés des neurones humains. Donc, premier mythe, premier amalgame, c'est qu'en réalité, l'intelligence artificielle, il y aurait une autre définition, c'est celle que j'utilise, c'est que l'intelligence artificielle, c'est comme un grand domaine interdisciplinaire où on s'intéresse grosso modo, à la notion d'intelligence, c'est-à-dire la notion de qu'est-ce que les humains, qu'est-ce que les animaux qu'on retrouve autour de nous, peut-être dans la nature, quand on voit des phénomènes intelligents, est-ce qu'on serait capable de reproduire ça dans les machines? Donc ça, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur de ça, il y a une des approches qui est l'apprentissage automatique. C'est une approche, je vais en parler un peu plus tard. Et finalement, c'est un peu comme des poupées russes. Donc, l'apprentissage profond, c'est une forme d'apprentissage automatique. Donc, il existe des algorithmes d'apprentissage automatique qui ne sont pas des réseaux de neurones ou qui sont des réseaux de neurones, mais qui ne sont pas nécessairement de l'apprentissage profond. Donc, première précision. Une deuxième chose, souvent, on va avoir l'impression que l'art avec le machine learning, c'est arrivé hier après-midi. Okay? En réalité, dans le livre, dans mes recherches, moi, je remonte aux années, en fait, au tout début de l'informatique, dans les années 50. On pourrait même remonter avant ça, avec, par exemple, déjà dans les années 20-30, les dadaïstes, les mouvements surréalistes ont utilisé des techniques algorithmiques, si on veut, pour essayer de révolutionner, de transformer les pratiques artistiques. Donc, de dire que c'est nouveau, pas sûr. Un troisième mythe, ce serait qu'on serait capable, avec l'apprentissage automatique, de créer de l'art sans les artistes. Bon, sur ce point-là, je dirais que avec le temps, mon propos est devenu un peu plus nuancé. Tu sais, j'aurais dit, mettons, quand le livre est paru il y a 2 ans, j'aurais dit, non. Aujourd'hui, je pourrais dire peut-être que ça va dépendre des domaines et ça va dépendre aussi de qu'est-ce que les gens en disent. Peut-être que pour quelqu'un, oui, ça peut être possible de dire j'écoute de la musique
sur Spotify, puis je me rends compte que ça a été fait par un IA, et donc c'était de l'art. Pour d'autres, ça va être de dire, ben non, en fait, peut-être qu'à partir du moment où les algorithmes sont capables de générer des formes, des nouvelles formes musicales, des nouvelles formes d'images et tout ça, ben oui, peut-être que c'est créatif, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de l'art, parce que l'art, ça serait peut-être une activité réservée à l'être humain. Le quatrième point, ça serait de dire que l'apprentissage automatique va bientôt surpasser la créativité humaine. Encore une fois, oui et non. C'est-à-dire, c'est difficile à dire. Les choses ont tendance à changer quand même assez vite. On peut penser aujourd'hui que dans certains domaines, oui, peut-être qu'on surpasse, on est capable avec certaines technologies comme ChatGPT d'aller plus rapidement, par exemple, que l'être humain. En même temps, il y a des bonnes raisons de croire, puis vous allez voir un peu, je vais en parler pendant la présentation, que c'est pas aussi simple que ça, puis que même si un jour on est capable de générer peut-être des œuvres d'art qui passeraient inaperçues, on est déjà proche de ça dans certains domaines, il y a des algorithmes qui gagnent des compétitions de création artistique. Mais derrière, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même un artiste souvent, ou une collectivité d'artistes qui sont derrière ça et qui vont faire des choix esthétiques. Je vais passer rapidement, juste pour ceux et celles parmi vous qui ne seraient pas familiers avec la notion d'apprentissage automatique, juste expliquer un peu d'où ça vient. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme je le disais, on essaye de doter les machines de compétences dites intelligentes. Donc, comment on fait ça? Par exemple, on voudrait bien que les machines soient capables de faire les choses qu'on fait, de parler, de marcher, de créer. Le problème, c'est que, en réalité, toutes ces actions-là, en général, on ne sait pas vraiment comment on les fait. Okay? Fait que, par exemple, ne serait-ce que l'acte de marcher, ça implique tout un ensemble de phénomènes proprioceptifs. C'est très, très, très complexe, en fait, marcher. Donc, l'algorithme qui dit mettre un pied devant l'autre et recommencer, c'est pas tout à fait la vérité, en réalité. Après ça, oui, peut-être, si on est sur un terrain très, très, très plat, mais à partir du moment où on va être dans une situation de déséquilibre, on va marcher sur la glace, on va monter des marches, tout d'un coup, ça devient très, très, très compliqué. Et en fait, quand les scientifiques se sont mis à essayer d'avoir, par exemple, des robots qui étaient capables de marcher, ben, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident que ça. Donc, on ne sait pas vraiment, nous, comment on fait pour parler, pour marcher, pour lire. Mais on sait une chose, c'est que nous tous ici, il fut un temps où on ne parlait pas et où on ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris à faire ces choses-là. Donc, on est des créatures qui sont capables d'apprendre. Apprendre à partir d'exemples tirés du monde réel. Donc, c'est ça, en fait, l'apprentissage automatique. C'est tout simplement une approche à l'intelligence artificielle qui dit que plutôt que d'essayer de directement coder les règles d'un système, on va plutôt essayer de trouver quelles sont les règles de l'apprentissage, qui n'est quand même pas une chose si évidente que ça, mais si on est capable de faire ça, à ce moment-là, on sera capable d'apprendre, on sera capable de donner aux machines la capacité d'apprendre à partir d'exemples. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur les pratiques artistiques qui sont basées sur ces technologies-là? Bon, bien, une chose que ça nous dit, c'est que contrairement aux approches artistiques en art numérique qui étaient basées sur le code, donc la capacité d'aller coder des règles, on est plutôt en présence d'un autre type de système qui ressemble un peu à ça. Donc, il y a une forme de matérialité dans ces systèmes-là. Ils ont tous plus ou moins une structure commune. Que ce soit des algorithmes évolutionnistes, des réseaux de neurones, des support vector machines, donc que ce soit ChatGPT ou un vieux réseau de neurones des années 70, ils ont quand même quelque chose de commun qui est ces trois composantes-là, si on veut que vous voyez l'écran. Donc, il y a... Bon, on va peut-être commencer par la droite. Il y a toujours une espèce de machine, ce qu'on appelle un modèle, qui est un modèle du monde, d'une certaine réalité, qu'on essaye d'apprendre. Ce modèle-là, au départ, on peut le voir comme une espèce de machine avec des boutons, puis au début, les boutons sont réglés aléatoirement. Donc, au début, le système est très peu performant.
Et on va avoir ensuite des données. Et l'idée, c'est qu'on va avoir au milieu une espèce d'arbitre, qui est l'algorithme d'entraînement, qui va prendre les données, les donner au modèle. Le modèle va réagir, faire quelque chose, et le système, l'algorithme va ensuite le corriger en utilisant une fonction d'évaluation. Donc, avec le temps, le système va devenir de plus en plus optimal sur la tâche en question. Et finalement, bien ça peut nous donner un peu une façon de réfléchir en regardant en disant, si les artistes travaillent de cette manière, travaillent avec ces algorithmes-là, bien, ils vont être confrontés à ces trois grands éléments-là qui ont peut-être chacun des particularités. Fait qu'on peut commencer déjà par les données. Une des choses qui est intéressante avec ces technologies-là, c'est qu'au lieu de coder, on est peut-être capable maintenant de collectionner. Donc, ça, c'est des choses qui ont été beaucoup réalisées. On le voit moins aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de modèles qui sont préfabriqués pour nous, comme ChatGPT et Midjourney, tout ça. Mais si on regarde un peu l'avant-garde des artistes qui se sont appropriés ce domaine-là il y a quelques années, dans les années... autour du milieu des années 2010, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une capacité pour ces artistes-là d'aller travailler en allant collectionner leurs propres données pour entraîner des systèmes qui vont faire quelque chose pour eux, pour elles, qui vont générer certains types de contenus sans avoir nécessairement à coder directement l'algorithme. Par exemple, on a l'artiste David J. Johnston qui avait en fait été chercher sur Internet une base de données de poésie anglaise et qui a entraîné un système qui lui a permis d'écrire pendant 1 an un livre de poésie par mois. Donc, il se levait le matin, il prenait son café, l'algorithme avait généré pendant la nuit des textes et lui les rééditait pour ensuite. Donc, on est en 2017-2018, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, mais quand même, les choses vont vite. Il faisait un peu ce qu'aujourd'hui les gens font avec ChatGPT. Mais à partir de ses propres des données qu'il avait lui-même trouvées sur le web et en utilisant des données qui étaient libres de droit. Ça, ce qui est contraire à ce que ChatGPT fait. Donc, en utilisant des données sur la base de données Gutenberg, qui est une base de données de textes dont la durée de vie, finalement, les auteurs sont décédés depuis assez longtemps pour que les textes soient du domaine public. On peut aussi fabriquer nos propres données. C'est ce qu'a fait Anna Ridler avec son magnifique projet Mosaic Virus, où elle a elle-même photographié des tulipes pour entraîner un système génératif à générer des nouvelles images de tulipes. Et il y a toute un procédure. Elle a photographié 10 000 tulipes. Il a fallu qu'elle fasse une espèce de mélange savant, disons, intuitif de ces tulipes. Donc, à un moment donné, par exemple, elle s'est rendue compte que toutes ces tulipes se ressemblaient un peu. Puis elle s'est rendue compte, elle a vu que, en fait, c'est parce que quand elle allait acheter des tulipes, elle habite à Londres, elle allait à Amsterdam acheter des tulipes. Bien, c'est sûr qu'au magasin de tulipes, elle achetait les belles tulipes colorées, les roses, les rouges, les oranges. Donc, elle s'est rendue compte qu'il fallait peut-être qu'elle dose un peu. Elle s'est mise à acheter des tulipes blanches pour que l'algorithme puisse aussi couvrir puis aller proposer des variations. Donc, c'est un autre exemple. Finalement, un troisième exemple, c'est le crowdsourcing, un magnifique projet de Brian House où l'artiste est allé, a demandé à, je pense, 1000 New-Yorkaises d'installer une application sur leur téléphone cellulaire et il les a traqués pendant 1 an, leur parcours dans la ville de New York. Et de ça, il a généré un programme qui permettait de générer des nouveaux parcours fictifs dans la ville de New York que lui s'est donné pour tâche dans une espèce de performance, si on veut médiatiser, de suivre ces parcours-là. Donc, c'est un peu imposé de suivre des parcours, mais qui ne correspondaient pas à aucun des parcours individuels, mais qui pouvaient peut-être être une espèce de mélange étrange de ces différents parcours que des New-Yorkais typiques auraient pu faire dans la ville. Et Brian House nous dit de ça, à un moment donné, une citation que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il dit « Ce qui rend l'intelligence artificielle étrange, ce n'est pas qu'elle n'est pas humaine, c'est qu'elle est humaine au pluriel. »
It's not that it's not human, it's that it's humans, plural, in the plural form. Donc, c'est cette espèce d'étrangeté-là que vient nous révéler la machine, c'est qu'elle vient comme nous proposer des choses qui correspondent pas à ce qu'aurait fait un être humain en particulier, mais à une espèce de mélange de qu'est-ce que des humains auraient pu faire. Un autre aspect important relié aux données, puis ça, encore une fois, c'était comme une prédiction que j'avais faite dans le livre qui s'est réalisée presque instantanément, c'est qu'on a entré avec l'apprentissage automatisé dans une nouvelle ère de la remix culture, de la culture du remix. Où, plutôt que de remixer des images ou des samples, des échantillons sonores, donc à partir de la copie, bien, on peut remixer des procédés génératifs. On peut, par exemple, prendre une image existante et la remixer selon un nouveau style. On peut dire à ChatGPT, écris-moi un texte, écris-moi un roman policier dans le style je sais pas, de Michel Tremblay, mettons. Donc, on peut demander des espèces c'est ça, donc on a une capacité, sans avoir à coder soi-même, de remixer des procédés. Puis un bon exemple, c'est le travail de Holly Herndon, qui a été vraiment avant-gardiste. Là-dedans, déjà en 2018, elle avait produit une œuvre en collaboration avec Jilin, où elle chantait avec la voix de Jilin. Et en 2022, elle a elle-même remis sa voix dans le domaine public. Donc, c'est possible d'enregistrer un album avec la voix de Holly Herndon, à condition de respecter une licence, de lui donner un crédit et tout ça. Puis, il y a un autre aspect par rapport aux données qui a été mis de l'avant par l'artiste Memo Akten. Puis ça, on le voit vraiment, effectivement, avec là, la prolifération de ces algorithmes-là aujourd'hui. C'est que ces algorithmes-là nous amènent un peu vers une forme d'imagination collective, mais une imagination collective qui est quand même biaisée, qui est quand même une imagination qui est, si on veut, médiée ou commissariée par certains intérêts et certaines industries. Et il nous dit, puis là, je vais peut-être paraphraser ou traduire live, il dit nous avons tous une connexion très intime avec le nuage. On s'y confesse, on s'y confie, un peu comme on faisait à l'époque où on allait à la confesse. Et de la même manière, il fait un parallèle avec l'Église qui a été pendant longtemps la gardienne de l'imaginaire collectif. On allait à l'Église pour voir les images et c'était ce qui créait cette imagination partagée collectivement. Et aujourd'hui, ce serait peut-être plutôt les compagnies qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui détiennent ces données-là, qui détiennent les clés vers cet imaginaire collectif. Donc, j'ai parlé des données. Je reviens à ma structure d'algorithmes automatiques. Il y a un autre aspect qui sont les modèles. Fait qu'on peut peut-être regarder un peu de ce côté-là. Qu'est-ce que ça peut signifier pour la création et les pratiques artistiques? Bon, d'abord, il y a quelque chose d'intéressant avec les modèles, c'est qu'il existe toutes sortes de types de modèles et selon ces types de modèles-là, on va avoir des résultats, des possibilités artistiques et aussi des possibilités conceptuelles différentes. Donc, il y a une diversité. Fait qu'ici, vous voyez à l'écran en haut à gauche, ce n'est pas vraiment de l'apprentissage automatisé, mais c'est les systèmes symboliques, c'est la bonne vieille programmation classique faite à la main. On voit l'artiste ici, Harold Cohen, qui est un artiste peintre qui a depuis les années, pendant comme une trentaine d'années, codé un robot pour que le robot peigne à sa place. C'est le système Aaron. C'est un des systèmes qui est les plus importants, qui est les plus connus dans l'histoire de l'intelligence artificielle et de la créativité. Puis l'idée, c'est qu'ici, il n'y avait pas vraiment d'apprentissage. C'est vraiment Harold Cohen qui a comme donné les règles de ce que lui, comme artiste, considérait comme un bon portrait. Et le robot exécute. Et c'est effectivement des œuvres magnifiques qui ont comme aussi un style très particulier.
Mais ça lui a pris 30 ans de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on peut en quelques secondes générer des images en allant sur des plateformes en ligne. Il y a aussi des algorithmes génétiques. On voit en haut à droite Performative Ecologies de Rory Glenn avec des robots danseurs qui vont compétitionner pour l'attention du public. Donc, on est dans des dynamiques plus ici d'émergence, de découverte, de nouveautés. Puis en bas, on voit deux exemples qui sont des réseaux de neurones. Un réseau de neurones des années 90. Là, on tripait plutôt sur les réseaux, les petits réseaux de neurones auto-organisés qui faisaient beaucoup de l'apprentissage non supervisé qu'on appelle. Donc ici, c'est une œuvre de Yves Amuklein qui est un robot qui bouge un peu de lui-même en fonction de sa réaction à son environnement. Puis l'apprentissage profond, plus récemment, Sugwen Chung, magnifique travail avec un robot qui est entraîné sur ses propres images à elle et avec qui elle fait des performances de co-création en temps réel. Donc, il y a un élément qui est vraiment particulier à cette matière-là, des modèles algorithmiques, qui peut être illustré par un exemple d'un chercheur dans les années 90 qui travaillait en fait pas du tout sur la création artistique, mais plutôt, lui, il essayait de créer des circuits imprimés. En fait, on appelle ça des FGPA, c'est des circuits qui sont programmables. Donc, on peut changer, modifier le circuit, puis après, ça fait vraiment un vrai circuit où il y a de la vraie électricité qui passe dedans avec des portes logiques. Donc, c'est un système où est-ce que l'information passe et il y a des petites portes logiques qui vont faire des petites opérations, mais c'est vraiment très, 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 très simple. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un substrat physique. Ce n'est pas juste un programme out there, c'est vraiment un système physique. Et ce qu'il a essayé de faire, c'est il a entraîné un système, vous voyez, in-out, il a entraîné un système à reconnaître, c'était très simple, distinguer une onde sonore de basse fréquence ou de haute fréquence. Donc, si on envoie une basse fréquence, le système devait, dans le output, mettre 0 volts, et si c'était une haute fréquence, on devait mettre 5 volts, mettons. Et il a entraîné, je vais passer les détails, il a utilisé un algorithme évolutif pour entraîner un système comme ça. Et au bout du compte, il y a eu un circuit imprimé hyper performant. Quand on envoyait la basse fréquence, ça donnait 0 volts. Quand on donnait la haute fréquence, ça donnait 5 volts. Et ce qu'ils ont fait après, c'est que dans ce système-là, il y avait plein d'éléments qui étaient déconnectés du reste, ou qui ne contribuaient pas vraiment. Donc, ils ont enlevé toute cette partie-là du circuit. Et quand ils ont enlevé cette partie-là du circuit, le circuit ne marchait plus. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont réalisé que l'algorithme d'apprentissage avait utilisé des micro-variations physiques dans certains des éléments qui étaient déconnectés, mais qui étaient là. Donc, il y avait une micro-influence électrique indéfinissable, dans le fond. Donc, pas une question de règle logique, quelque chose qui existait au-delà de la compréhension humaine. Et j'aime bien cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très fort pour illustrer justement comment les artistes, au niveau les gens qui travaillent avec ces technologies-là pour la création artistique, puis qui essayent aussi peut-être de communiquer au public, donc peut-être les commissaires aussi, de comprendre que ces systèmes-là, ce sont des systèmes numériques, mais où souvent on ne comprend pas, il y a une bonne partie d'inexplicable. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Et beaucoup d'artistes adorent travailler avec cette technologie-là pour cette raison-là. Parce que ça nous donne finalement accès à quelque chose qui est comme, justement, qui est un peu de l'ordre de l'inexplicable, puis qui nous fait réfléchir à la fois comme artiste, mais aussi comme public. Donc, en 2019, j'ai réalisé cette œuvre avec mon collègue Istvan Kantor, The Sense of Neoism, Artificial Counter-Intelligence Machine. Et l'idée, c'est qu'on a travaillé, donc Istvan Kantor, Monty Kanstin, Amen, c'est un artiste de la performance donc qui a participé, qui a fondé un mouvement très important de l'avant-garde au Canada dans les années 80-90, qui est un peu un mélange de mail art, de prank, d'esthétique punk, puis de pataphysique, qui s'appelle le néoïsme. Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous irez voir. C'est un peu un précurseur aussi de l'Internet parce que une des idées du néoïsme, c'était que c'est quelque chose qui est un peu indéfinissable, mais que tout le monde peut s'approprier aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le néoïsme. C'est des genres de...
c'est un genre en fait, il y a une espèce de style, il y a une espèce d'aura à cette écriture-là qui est très propagandiste, qui est très qui a l'air de revendiquer quelque chose, mais qui au final tourne un peu aussi un peu c'est un peu de l'autodérision. Donc, on a essayé on a entraîné une machine sur tous les textes néoïstes qu'on a pu trouver dans l'idée d'essayer de capturer cet esprit du néoïsme et de faire une machine de brainwashing. Donc, on peut regarder, il y a des textes néoïstes qui défilent à l'écran. Puis, étant donné que dans un des principes du néoïsme, il y a un principe de déconstruction et de reconstruction aussi qui est très important. Donc, les néoïstes vont, par exemple, brûler des livres ou détruire des objets. On a décidé de prendre le réseau de neurones qui génère ce texte-là et de le rendre directement physiquement accessible à travers des connexions physiques. Donc, les gens peuvent débrancher des câbles sur la machine et en temps réel, alors qu'ils débranchent les câbles, d'un coup, le cerveau, si on veut, neuronal derrière, se déconstruit et le texte se met à se déconstruire. Et le texte se met à se déconstruire, mais ce qui est fascinant, il y a deux choses qui sont fascinantes. La première, c'est que la façon que ce texte-là se déconstruit est inexplicable un peu. Moi, j'adore ça parce que quand je suis là et que les gens se mettent, comme avant le machine learning, quand je faisais des œuvres, les gens, la première affaire qu'ils me demandaient, c'était comment ça marche. Puis là, j'étais obligé de leur expliquer, mais ce n'était pas vraiment ça mon but. Moi, mon but, c'est de voir comment ça marche pour vous, qu'est-ce que ça vous fait. C'est ça que je veux. Mais les gens, avec le numérique, on ne peut pas s'en empêcher, ils sont curieux, ils veulent savoir comment ça marche. Alors, avec cette machine-là, c'est super parce que je peux dire, j'en ai aucune idée comment ça marche, donc c'est à vous de découvrir physiquement, essayez de travailler avec elle, essayez de regarder la machine, puis peut-être que vous allez comprendre quelque chose de manière intuitive. Puis l'autre chose qui est assez fascinante, c'est que le texte, quand il défile, même s'il est déconstruit, il fait quelque chose dans notre cerveau. Nous, notre cerveau reconstruit le texte d'une manière un peu, avec un espèce de mélange de lecture, de principe de lecture rapide et de pensée, si on veut, en action. C'est une œuvre qui est très populaire en Chine. Ça fait 2 ans qu'elle est en Chine et elle a passé par ailleurs récemment le sceau du ministère de la Propagande. Donc, ils ont analysé la machine et elle a pu continuer de brainwasher le peuple chinois qui a l'air de bien apprécier cette machine. Troisième élément, donc j'ai parlé des données, j'ai parlé des modèles, l'algorithme d'entraînement lui-même. Donc, qu'est-ce qui fait que... Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'en général, quand vous regardez toute cette technologie-là, tous les discours qui l'entourent, on va souvent parler soit d'un côté des données ou des modèles. Quand on va dans ChatGPT, on utilise un modèle préentraîné. Mais en réalité, ces systèmes-là, ils apprennent. C'est ça le but. C'est que, en fait, ce qui leur permet d'être intelligents, c'est qu'ils sont entraînés de manière itérative, étape par étape, exemple par exemple. Et il y a il y a comme quelques parallèles à faire. La première chose à mentionner par rapport à ça, c'est que ces algorithmes-là sont faits pour optimiser. Okay? C'est des machines qui optimisent selon une certaine, ce qu'on appelle une fonction d'évaluation. Donc, en général, on va je veux dire, d'un point de vue, si on regarde, si on sort un peu pour un moment du champ du domaine artistique, on va vouloir optimiser quelque chose comme genre reconnaître, par exemple, des visages ou reconnaître des formes ou prédire le prochain mot dans une phrase. Okay? C'est ça que fait ChatGPT. Donc, on veut le faire de la manière la plus optimale possible. Le problème avec l'art, c'est que il n'existe pas de fonction objective pour l'art. Ça n'existe pas le meilleur film. Okay? Chacune d'entre nous a peut-être 1 ou 2 livres préférés. Et si on prend ces 2 livres-là et qu'on les mélange, ça ne veut pas dire que ça va faire un meilleur livre. Des fois, les suites de films sont moins bonnes que l'original, ou des fois, c'est le contraire. Donc, il n'y a pas vraiment de... Dans l'art, la fonction d'optimisation, qu'est-ce qu'on optimise, c'est moins clair.
Et Comar et Mélamine, dans les années 90, avaient fait un projet, donc avant l'apparition de ces technologies-là, que je trouve vraiment intéressant, dont je parle dans le livre, où est-ce qu'ils ils ont essayé d'optimiser justement à leur manière le procédé de création artistique en passant un sondage. Ils ont fait un sondage auprès de genre 1000 ou 2000 Américains en leur demandant donc un questionnaire. Qu'est-ce que vous aimez voir dans une peinture? Et là, les gens cochaient, j'aime ça quand il y a un arbre, quand il y a de l'eau, quand il y a ci, j'aime pas ça voir des couleurs trop, les couleurs, pas trop de noir, pas trop de brun, pas trop de contraste ou tel type. Bon. Fait qu'il y avait plein de questions, puis ils ont compilé ces résultats-là, puis au final, ils ont créé cette image que vous voyez à droite. Donc, ils ont fait une peinture qui s'appelle America's Most Wanted. Donc, ça, c'est la peinture que le peuple américain préfère. C'est un peu comme c'est à la fois comme, c'est assez fin leur critique, parce que d'un côté, on regarde ça puis on se dit, ici dans la salle, je pense qu'on se dit, ben, on est loin de l'art contemporain. Mais d'un autre côté, eux, ils disent, oui, mais peut-être aussi que c'est pas pour rien que ce genre d'image-là, ben, c'est souvent ce qu'on retrouve des fois chez les gens, dans leur chalet ou tout ça, parce que peut-être qu'au final, c'est ce que les gens aiment. Mais ça vous montre un peu qu'aujourd'hui, par rapport à si on essayait d'optimiser le procédé de création artistique, ben, on aurait de la difficulté parce que l'art n'est pas l'attribution de la valeur artistique, elle est subjective, puis elle est en fait générée de manière communautaire. Donc, certaines communautés vont préférer certains types d'art, certaines approches esthétiques, alors que d'autres ne vont pas le faire. Puis je pense qu'une des choses qui est vraiment importante de mentionner, c'est que l'art et, je dirais de manière générale, la culture, elle apparaît dans un certain contexte. Elle est en réponse à un certain contexte donné. Donc, l'idée qu'on puisse générer une bonne toune, qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'une bonne toune générée par un ordinateur, une belle peinture générée par un ordinateur, une belle image est belle? Bien, pour être capable de faire ça, c'est que l'algorithme va devoir quand même se baser sur des images existantes, la préexistante d'un certain contexte culturel. Et ce n'est pas demain la veille que les algorithmes d'intelligence artificielle vont être capables d'inventer, par exemple, un nouveau mouvement ou un nouveau mouvement artistique ou une approche d'avant-garde dans la création artistique. Une approche que les artistes ont. Donc, si on ne peut pas optimiser l'art, comment s'y prend-on? Bien là, il y a toutes sortes de stratégies. Il y a des artistes, par exemple, qui vont s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand on déroule la courbe d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un système apprendre en temps réel, soit en faisant participer le public. Donc, dans les années 90, il y a eu des œuvres, notamment de Carl Sims, où les gens pouvaient par eux-mêmes déterminer des principes évolutifs pour voir évoluer des espèces de créatures virtuelles vers une forme de plus en plus proche de peut-être que ce que le public préférait, ou dans le cas de l'œuvre de Petra Gemenbuk et Rob Saunders, un peu plus récente, on a des robots qui sont animés par une forme de curiosité. On va les voir en temps réel. Donc, les robots sont derrière la paroi, une espèce de faux mur qui est fait dans la salle d'exposition, et ils vont tranquillement percer le mur pour pouvoir atteindre le public. Donc, une des choses, moi, qui m'intéresse à travers ça, c'est que notamment avec la robotique, justement, on est, avec l'apprentissage automatisé, on a la capacité maintenant peut-être de voir les comportements de machines qui sont en train d'apprendre en temps réel. Donc, dans les années 60, Gordon Pask avait proposé cette notion-là de comportement comme une forme immuable d'événement d'une activité. Fait que les comportements, c'est comme quelque chose que les humains, on est capable de détecter, de repérer. Si je prends, par exemple, un chat qui chasse, hein, on a tous peut-être une image, donc si je vois un chat qui chasse, ce n'est pas une vidéo d'un chat qui chasse. Le chat qui chasse, il ne chasse pas toujours au même endroit, pixel par pixel, à chaque jour, et pourtant, on est capable d'identifier un comportement de chat qui chasse ou un comportement de chat qui est fatigué.
Donc, la question que je me pose, moi, dans ma pratique, c'est bien, qu'est-ce qui se passerait si cette forme d'événement-là évolue dans le temps? Si on aurait, par exemple, l'équivalent d'un chat qui évolue à travers sa vie, mais peut-être avec l'intelligence artificielle, on pourrait peut-être le faire dans un temps un peu plus réduit. C'est l'objet d'un projet sur lequel je travaille en ce moment avec l'artiste Rosalie Dumont-Gagné, où on a des robots qui apprennent en temps réel à faire des choses. Puis, en fait, étant donné que c'est des structures vraiment simples, pour qu'ils apprennent en temps réel, ils apprennent des affaires assez simples. Genre, un des premiers gros succès qu'on a eu, c'est qu'on a réussi à leur faire apprendre à s'arrêter. Okay? Donc, c'est comme... en fait, ce qui est particulier, c'est qu'au début, les robots ne savent pas vraiment comment fonctionne le monde. Donc, ils vont avoir tendance à bouger, à essayer toutes sortes d'affaires. Et tranquillement, ils vont peut-être se mettre à se dandiner parce qu'on bouge moins vite quand on se dandine, jusqu'à peut-être finalement réussir à s'arrêter complètement. Quand ils s'arrêtent, c'est fini. Le show, on passe à autre chose, parce que là, c'est rendu plate. Mais c'est le comportement de voir comment ils s'adaptent en temps réel qui devient la source d'une expérience esthétique un peu, justement, émergente, un peu hors de notre contrôle. Donc, tout ça, bien, ça me pousse à me poser un ensemble de questions. Justement, quand on crée avec ces technologies-là, quand on crée avec ces robots, avec ces images-là, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qui crée? Puis même de façon plus large, ça nous pose des questions sur qu'est-ce que c'est que la créativité et qu'est-ce que c'est que l'art. Donc, il y a des modèles de la créativité qui ont été proposés. Un des plus importants, c'est celui de Margaret Bowden, une philosophe qui a beaucoup réfléchi sur la question, qui dit que la créativité, c'est de la nouveauté et de la valeur. Ça prend les deux. Okay? Puis les algorithmes sont très bons pour faire de la nouveauté, mais pas si bons pour juger de la valeur. Fait que la nouveauté, ça peut être si je prends une feuille de papier puis que je dessine un truc aléatoire, j'ai créé quelque chose de nouveau, mais ça ne veut pas dire que ça a de la valeur. À l'inverse, si je prends un lingot d'or, ça a beaucoup de valeur, mais ce n'est pas nécessairement de la créativité, right? Ce n'est pas nouveau. Donc, elle a dit, ça prend comme les deux. Puis c'est une définition qui est intéressante, mais c'est quand même difficile surtout sur la question de la valeur, elle devient quand même complexe, parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, ça n'existe pas le meilleur film, ça n'existe pas la meilleure joke. Donc, comment on y arrive? L'autre chose, c'est que c'est une définition qui est très normative. Donc, c'est très bien quand ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on veut programmer des algorithmes de créativité computationnelle. Mais quand on est un artiste, ça a plus ou moins d'intérêt en général. Puis, donc, il y a peut-être quelque chose d'autre, une autre si on veut, une autre perspective, une autre définition de la créativité qui pourrait peut-être être plus intéressante, qui serait une définition qui serait plutôt basée sur les relations. Les relations qui sont établies dans un contexte donné, ce que Oliver Bone appelle de la nouveauté située. Donc, c'est peut-être pas que la nouveauté doit nécessairement avoir de la valeur, mais elle doit être située dans un certain contexte social où interviennent différents agents et différentes matérialités, des humains, mais aussi, justement, des agents, des algorithmes qui ont une certaine forme d'agentivité, d'intervention dans le processus créatif. Donc, ça nous a amené à réfléchir avec mon équipe à l'UQAM, dans mon labo, le Mix Lab, à cette question-là des relations humain-machine dans la création. Puis, on s'est dit, une des façons peut-être de voir ça, c'est dans la création avec des machines, il y a toujours une tension entre, d'un côté, le contrôle humain et de l'autre, l'autonomie machinique. Fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est quand on essaie de créer avec des machines, bien, au début, on se dit, on va laisser la machine faire ses trucs. Puis quand elle fait les choses qu'elle fait, bien, elle fait généralement pas ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc, ça nous surprend, mais pas toujours de la bonne manière. Donc là, on va essayer de ramener le contrôle de notre côté. Mais si on ramène trop le contrôle, bien là, pourquoi est-ce qu'on utilise ces technologies-là? Et les artistes vont se positionner généralement le long de cet axe-là. Donc, il y a différentes perspectives. On va, par exemple, il y a des artistes qui vont dire, moi, je suis l'auteur de l'œuvre
Et les machines ne sont que des outils, des instruments, comme un pinceau, c'est juste que c'est un pinceau plus avancé. À l'inverse, il y a des artistes comme Nicolas Baginski qui a créé un band robotique dans les années 90 avec des réseaux de neurones, qui s'est retrouvé à dire, finalement, à la fin, il y avait juste un rôle de caddie. Il trimballait ses robots, il les amenait sur scène, les robots jouaient, tout le monde applaudissait, puis après ça, il allait les déplacer vers un autre endroit. Donc, entre ces deux extrêmes-là, il y a toutes sortes aussi de choses. On va parler des fois de collaboration, de l'idée que peut-être l'artiste aussi est une espèce de méta-artiste, comme Harold Cohen. Il y a son système Aaron qui crée l'œuvre, mais Harold Cohen serait comme un peu une espèce de méta-artiste. Donc, toutes ces réflexions-là nous ont amenés à nous questionner nous-mêmes sur nos propres approches, notre propre relation, notre propre rôle dans la création avec les systèmes avec lesquels on travaille, qui sont généralement des systèmes robotiques. Puis, il y a cette idée dont je parle dans le livre, parce que j'ai posé cette question-là à plusieurs artistes, puis une des meilleures réponses que j'ai trouvées, qui m'est restée depuis longtemps, ça vient de Memo Akten, qui avait proposé que pour lui, travailler avec ces technologies, c'était un peu comme... Il y avait un peu le sentiment d'être en train d'essayer de dompter un animal sauvage, comme un cheval sauvage. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà dompté un cheval sauvage. Moi, non, mais on peut quand même s'imaginer que quand on dompte un cheval sauvage, on n'est pas en train de collaborer avec le cheval. Hein? Le cheval fait ses affaires. Au début, puis si on essaye trop de le retenir, on va tomber probablement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tranquillement développer une espèce de langage commun, donner peut-être des petites instructions ici, là, laisser le cheval aller puis le ramener pour qu'éventuellement, il y ait une relation qui s'établisse puis qu'on soit capable d'amener le cheval plus ou moins où est-ce qu'on veut. Puis on trouvait que cette idée-là était intéressante, mais elle avait en même temps peut-être... il y avait peut-être quelque chose de problématique pour nous, parce que ça nous ramenait quand même à cette idée-là de contrôle. Puis bon, moi, Akten, la conversation que j'avais eue avec lui, puis dans le livre, c'est en anglais, c'est le mot taming, hein, donc dompter, taming. Mais en français, il existe en fait un autre mot, qui est le mot apprivoisement, que vous connaissez peut-être. Puis, on s'est dit, peut-être que ce mot-là, ce concept-là, il peut peut-être être assez riche pour essayer de définir une manière dans laquelle on pourrait se projeter comme artiste, pas nécessairement pour tout le monde, mais comme artiste, pour essayer de trouver une façon de collaborer, de travailler avec ces systèmes-là, pour, d'un côté, trouver une espèce d'espace commun, si on veut, entre le monde humain, qui est le monde de l'intelligible, du déterminisme, et qui est un monde aussi prévisible, et le monde machinique, où on peut aller chercher une forme d'étrangeté, d'indéterminisme et de surprise. Donc, qu'est-ce qui existe peut-être entre ces deux mondes-là? C'est ça qu'on est à la recherche de. Et peut-être qu'à travers cette idée-là d'apprivoisement, il y a un espace, il y a une stratégie, une relation qui nous permettrait justement de mieux appréhender et de mieux travailler comme artiste avec ces machines-là. Ce qui est intéressant de ce principe-là, c'est que ce n'est pas c'est qu'il y a un ensemble de principes qui étrangement défie un peu qui étrangement défie un peu la façon dont on est habitué de travailler avec le numérique. Avec le numérique, on est dans la vitesse, dans l'immédiat, alors que l'apprivoisement va demander plutôt une forme de patience, une forme d'empathie, pas au sens où on s'en fait pour le petit robot, mais plutôt au sens de il faut se mettre peut-être à la place du robot pour être capable de travailler avec. Il y a une forme de lâcher-prise aussi, à un moment donné, où on doit dire, c'est ça qui est ça, et voici l'expérience comme la machine néoïste, ça donne ce que ça donne, et c'est là qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant d'explorer pour le public. Et surtout, c'est que finalement, le but de l'apprivoisement, en général, ce n'est pas nécessairement de contrôler un animal ou de le mettre à notre, comme avec le verbe dompter, de le subjuguer, mais c'est vraiment basé sur la construction d'une relation. Le but de base, c'est de construire une relation, et à travers ça, il va s'opérer effectivement à la construction d'une œuvre d'art, mais aussi un processus transformationnel pour l'artiste lui-même. Donc, je vais terminer là-dessus, puis je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on va avoir une petite discussion. Merci.
Merci beaucoup, Sofiane. C'était super inspirant ta présentation. J'aimerais ouvrir la parole pour des questions d'entrevue pour Sofiane. Oui. Bonjour. Pour donner le contexte de ma question, je viens de la Martinique et on expérimente par moment, parce que j'habite à la campagne, des coupures d'électricité qui font que par moment ChatGPT n'est plus accessible. Et ce temps dont vous parlez, la notion de patience, elle est parfois contrainte dans ma relation avec une intelligence, enfin avec un modèle de langage comme ChatGPT. Et je me suis beaucoup retrouvé dans ce que vous avez présenté parce que cette notion de patience qui est contrainte par moment laisse le temps à l'utilisateur d'absorber l'information que lui propose le modèle de langage. Et du coup, est-ce que vous, dans vos travaux, vous imposez des fois ces temps de patience entre une interaction puis une autre avec les modèles que vous utilisez? Oui, c'est une très bonne question. Ben oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps aussi. C'est de décoller mes yeux de l'écran et de revenir vers l'expérience. Je vais donner l'exemple avec les robots. On passe beaucoup de temps avec ma collègue à regarder les robots évoluer, puis à juste essayer de présumer. Souvent, on présume qu'est-ce qui se passe. On se fait une idée de qu'est-ce qui peut être en train de se passer, qui peut peut-être des fois être bonne, des fois non. Mais on doit se donner le temps parce qu'au final, notre intention, c'est quand même de créer une œuvre qui est destinée à un spectateur, une spectatrice. Et c'est là qu'il y a aussi la rencontre entre le monde machinique et le monde humain. Il faut qu'on trouve un espace de rencontre. Si le robot fait des trucs et qu'on regarderait la courbe d'apprentissage, puis le robot apprend super bien, mais qu'on ne comprend pas c'est complètement inintelligible, ben on n'a pas réussi. Puis à l'inverse, si le robot fait des stepettes toutes préprogrammées, puis qu'on comprend exactement qu'il n'y a plus vraiment de place pour l'émergence de comportement, ben là, on a aussi manqué notre coup. Puis ce que je veux rajouter par rapport à votre point, c'est que cette question-là de la patience, je pense qu'elle est très importante pour les artistes, mais je pense qu'également, elle est extrêmement importante pour le public et donc notamment pour les commissaires, pour les gens qui font de la médiation, pour les entreprises. Je pense qu'il faut qu'on ouvre ces technologies-là, paradoxalement, parce que c'est censé être des technologies extrêmement précises. Dans le domaine de la création, ils ouvrent la porte plutôt à l'imprécis, puis ils demandent à ce que les gens prennent le temps. Donc, par exemple, on développe des stratégies avec, je donne l'exemple, mettons, de cette œuvre-là robotique. C'est qu'une des stratégies qu'on développe, c'est on pense beaucoup à comment les gens vont faire l'expérience de l'œuvre. Leur mettre des endroits où ils peuvent s'asseoir, être confortables, leur demander de retirer leurs souliers avant d'entrer pour que, je veux dire, une fois que tu as enlevé tes souliers, tu ne vas pas rester 2 minutes. Tu sais, ça t'a pris 2 minutes de les enlever, fait que tu risques de rester. Puis aussi, ça te fait entrer dans un environnement un peu ritualistique, un peu de l'ordre un peu du sacré, entre guillemets, où est-ce que justement, parce qu'on va, finalement, c'est des œuvres numériques, mais qui demandent un effort supplémentaire peut-être du public, justement parce elles relèvent un peu du domaine de l'inexplicable. Donc, c'est le public qui doit aussi reconstruire et construire faire sa propre idée finalement et accepter aussi peut-être qu'on va sortir de là avec peut-être, on n'aura pas les réponses à nos questions, mais pour moi, c'est ça une des grandes forces de l'art, c'est la capacité de ne pas nécessairement répondre à nos questions, mais de plutôt en ouvrir. Merci, Sofiane. On prend une dernière question, ça va? Merci. Hammer de l'entreprise 5 Experts, merci pour la présentation, très intéressante. On a vu dans le schéma que vous parlez de data et de modèles et de training process. Avez-vous pensé à un système d'éducation du système, genre l'éduquer, parce que actuellement vous avez dit que vous êtes en train d'observer comment il apprend par lui-même. Certainement, il va apprendre vite à un moment donné.
est-ce que vous avez pensé à avoir un autre système qui va l'éduquer, genre, attention machine, vilain machine, ça c'est pas bien, reviens, ne fais pas ça parce qu'il va apprendre par lui-même. Là. Bien, ces approches-là ont été beaucoup. Moi, ma spécialité, c'est vraiment la création artistique. Les systèmes avec lesquels je travaille, comme les robots, c'est vraiment pas de l'apprentissage profond. C'est des systèmes très, très, très simples. Par contre, dans la science, dans la recherche, il y a toutes sortes d'approches par rapport à comment entraîner, effectivement. Il y a tout le domaine. La plupart des systèmes qu'on a aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont entraînés par ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, où on va plus ou moins donner déjà un peu les réponses à la machine pour qu'elle puisse ensuite faire des prédictions plutôt similaires dans le futur. Donc, moi, mon but, c'est plutôt, c'est peut-être un peu moins d'éduquer la machine, mais d'amener la machine à performer d'une manière imprévisible. On travaille avec notamment un kit robotique qui n'a pas été créé par moi, mais ça va vous donner une image qui s'appelle le Misbehavior Kit. Donc, on essaie de trouver des objets à comportement qui se comportent, mais qui se comportent peut-être des objets à mauvais comportement. Donc d'amener, de soutenir non pas justement une précision ou d'amener ces systèmes-là dans un but donné très, très, très précis, mais au contraire de les utiliser pour leur potentiel d'émergence, d'ouverture et de surprise. Donc non, je ne travaille pas et je n'ai pas l'intention d'éduquer mes robots. Merci, Sofiane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On prend une dernière ou c'est trop tard? Oui, une dernière. OK, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, c'est comment est-ce que vous vous définiriez dans le monde artistique et pensez-vous qu'il soit envisageable que l'utilisation du machine learning comme matière en tant qu'artiste puisse être considérée comme une discipline à part entière à l'avenir? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que moi, je me définis comme faisant partie du mouvement ou des mouvances très larges là, de ce qu'on appelait à une certaine époque les nouveaux médias. Mais je trouvais qu'il y avait une certaine beauté à cette expression-là parce qu'elle était très inclusive. Le problème, c'est que les nouveaux médias sont rendus vieux. Donc, mais mettons le champ de l'art numérique au sens très large. Et là, à l'intérieur de ça, c'est clair que l'apprentissage automatisé, les pratiques autour de l'intelligence artificielle sont là. Elles sont là pour rester. Moi, j'ai introduit ce terme-là du machine learning art qui peut-être correspondait à une certaine perspective, peut-être une certaine alternative à ce qu'aujourd'hui on appelle le AI art, l'art IA, qui est très, très focusé sur des modèles génératifs grand public, entre guillemets, là, les algorithmes qui sont proposés par les grandes entreprises en technologie. Donc, je trouvais que le machine learning art était, puis je trouve encore aujourd'hui, peut-être un peu plus inclusif, puis un peu plus ouvert à des pratiques artistiques parce que derrière tout ça, ces technologies-là, en fait, c'est des technologies industrielles. Et pour moi, elles sont super intéressantes. Là, je veux pas, c'est fascinant tout ce qu'elle peut faire, mais ça n'en demeure pas moins qu'elles correspondent à une infime partie des possibilités qu'offre le machine learning. Et ces technologies-là ont quand même des défauts. Hein, on le voit, c'est des technologies qui sont basées sur notamment sur de l'extractivisme. Donc, on extrait des données pour pouvoir créer des nouveaux remixes. Et en ce moment, c'est pas clair qu'est-ce qui va se passer au niveau légal par rapport à ça, parce que si Midjourney et si DALL-E 2 et si ChatGPT doivent demain matin payer tous les droits qu'ils doivent aux gens à qui ils ont volé leur contenu, bien, ces technologies-là, elles n'existeront pas. Donc, alors qu'en filigrane, bien, il y a des artistes comme moi qui travaillent d'une autre manière avec ces technologies-là. Puis il y a peut-être un potentiel aussi pour que les artistes, justement, puissent peut-être renouveler puis proposer des nouvelles approches par rapport à l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à tous et toutes pour être là et bonne continuation de MTL Connect. Merci, Sofiane. Merci, Randy.
Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez laisser votre micro ici, je vais le prendre, on va le mettre sur la chaîne. Merci encore une fois. Sofiane Audry, on l'applaudit une autre fois. Très, très belle conférence. Merci. C'est beau de voir encore une fois les ponts qui se font entre les technologies, la culture, la créativité. Alors, on prend une toute petite pause, une dizaine de minutes. On va continuer avec un autre panel pour terminer la journée. Et n'allez pas trop loin. On a également le 5 à 7 au 8e étage. On va continuer à réseauter, boire et s'amuser ensemble. On se retrouve ici dans une dizaine de minutes. Merci. À tout de suite.